Bonjour à tout le monde. L'assurance maladie que je représente est très heureuse d'être là aujourd'hui au Hacking Health Camp, non seulement en tant que partenaire de l'événement, mais également pour vous présenter la démarche d'innovation au sein de la CNAM. C'est vrai que l'assurance maladie, donc comme tu l'as dit, est très ancienne, mais pas tant que ça. Elle a été créée donc en 1945 avec pour objectif de financer le remboursement des soins. Aujourd'hui, les questions qui se posent sont un peu plus complexes que uniquement payer aveuglément finalement les prestations qui sont dispensées. Aujourd'hui, en 2021, on essaie de réfléchir différemment et de travailler avec les porteurs de projets dans une dynamique un petit peu différente. Donc voilà, je relais la voix de mon directeur général qui lui aussi s'enthousiasme de toutes les démarches autour de l'innovation et on souhaitait vraiment être là aujourd'hui pour parler de tout ça. Je vais partager un petit support sur lequel Vas-y. nous pourrons discuter. C'est bon? Je la vois. Attends, le régisseur va la mettre en ligne sur le streaming. Faut que tu la mettes plein écran. Alors, normalement c'est bon. Alors attends, c'est pas bon là, je la vois pas en plein écran. Ah si, ça y est. Ok, génial. Alors voilà, tu l'as dit, je m'occupe donc de l'innovation à la CNAM. Et l'innovation, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'article 51. L'article 51, c'est un article de la loi de financement de la sécurité sociale qui est un peu notre bible financière, qui a été votée donc en 2018 et qui prévoyait du coup un dispositif dérogatoire pour inventer en gros la santé de demain. Donc, il y a un fonds qui a été mis en place qui s'appelle le Fonds d'innovation en santé, qui finance des expérimentations à l'échelle nationale et également à l'échelle régionale. Ce qui est nouveau dans l'article 51, c'est qu'on a un dispositif de co-construction que l'accélérateur incarne. C'est-à-dire qu'on sort des sous-sols du ministère. Pour ceux qui ont travaillé au ministère de la Santé comme moi, les salles de réunion sont au sous-sol et on pouvait passer des heures et des heures à travailler sur tout un tas de sujets. Et comment dire, au bout de 4 heures de réunion, on a des rendements décroissants. Donc l'article 51, c'est un peu de sortir des sous-sols du ministère et travailler différemment. Alors, quel type d'innovation finance l'article 51? Ce sont des nouveaux modèles d'organisation et de financement afin de 1. Renforcer l'accès aux soins. 2. Mieux structurer les soins ambulatoires. On l'a vu avec la crise du Covid, c'est essentiel. 3. Développer des parcours coordonnés. Et enfin, améliorer la prise en charge sanitaire et médico-sociale. Voilà un peu le champ de l'article 51. Alors, où on est aujourd'hui? On a reçu et instruit 130 projets. Il y a 85 projets qui aujourd'hui ont été autorisés et on a 36 projets qui ont inclus leur premier patient. Alors effectivement, le gap entre les 85 et les 36 s'explique notamment du fait de la crise sanitaire qui a retardé un certain nombre de projets, comme vous pouvez l'imaginer, pour tous les projets qui étaient notamment dans les EHPAD. Il a été compliqué pour nos porteurs de projets d'aller tester ce qui était prévu. En 2021, du coup, on a la fin de nos premières expérimentations. Et l'idée, en fait, c'est qu'à l'issue des premières expérimentations, sur la base de rapports d'évaluation, on décidera de la généralisation ou non de certains projets pour les rentrer dans le droit commun, comme tu le disais, Sébastien. C'est-à-dire notamment avoir un financement, donc l'assurance maladie, avec la détermination de la part de l'assurance maladie et la part des complémentaires. Alors, pour vous donner une idée de la répartition géographique de l'ensemble de ces projets, donc on en a 39 en Île-de-France, 28 en Occitanie, 15 en PACA. On en a un peu partout, 2 en Corse, 3 à La Réunion, on en a également en Guyane. Et j'en reparlerai dans le cadre de l'accélérateur. On a été amené du coup à se déplacer un peu dans toute la France. Alors, que nous disent les projets qui ont été autorisés? Donc, on a différents types de projets. On a beaucoup eu au tout démarrage de l'article 51 des projets relatifs à l'obésité.
l'obésité pédiatrique, l'obésité des adultes. On a 3 grands projets à dimension nationale sur le cancer et pas mal de projets sur la santé bucco-dentaire. Également, la télémédecine, la télésanté, le numérique, c'est quelque chose qui est souvent part intégrante de nos projets, avec notamment ce qu'on note, et c'est vrai que c'est intéressant de le voir, beaucoup de projets qui s'appuient aujourd'hui sur des prestations qui ne sont pas remboursées par l'assurance maladie, mais qui du coup proposent une intégration dans le droit commun, par exemple du remboursement de l'activité physique adaptée qui peut être dispensée par des professionnels paramédicaux, notamment dans le cadre du cancer. Beaucoup de projets qui nous disent, voilà, le sport fait partie intégrante des thérapies contre le cancer. Il faut rembourser ce type de prestations et donc c'est ce qu'on teste dans le cadre du 51. Vous le voyez, alors cette slide peut paraître un peu opaque, mais ce qu'il faut noter, c'est que les projets s'intègrent également par rapport aux grandes orientations des politiques publiques. C'est-à-dire que, bon, comme je l'ai dit, on a des projets obésité qui s'intègrent dans la feuille de route obésité. On a des projets sur le handicap également qui font écho aux orientations des politiques publiques. On a également un projet qui a été fortement porté par le président de la République, les 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, on a 2 projets qui rentrent dans ce cadre-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on a un projet sur la santé sexuelle qui a été autorisé que de nouvelles orientations ne sont pas autorisées. Au contraire, c'est bien qu'on ait des projets concurrents, ce qui nous permet justement de tester différentes hypothèses. Et puis, dans le cadre de l'article 51, ce qui est à noter, c'est le dispositif d'évaluation des expérimentations. Le législateur nous a permis d'avoir des évaluateurs externes qui sont en charge de l'évaluation des projets. Alors, on n'est pas sur l'évaluation d'essais cliniques, bien sûr, mais on a des évaluateurs externes qui vont nous permettre d'avoir un avis sur les expérimentations qui ont été lancées. Et c'est vrai que pendant longtemps, l'assurance maladie a financé beaucoup d'expé. C'était, on va le dire, vu qu'on est qu'entre nous, peu de saupoudrage. Il n'y avait pas forcément de dispositif d'évaluation qui était systématiquement prévu. Là, dans le 51, il y a un gros dispositif d'évaluation des équipes côté CNAM et côté direction de la recherche et de l'évaluation du ministère qui sont mobilisées et qui travaillent très concrètement dessus. Également, ce sur quoi je voulais insister, c'est que nous aussi, on se met dans une posture d'innovation côté CNAM et côté ministère. On essaie de travailler en transversal pour sortir un peu des tuyaux d'orgue qui sont souvent le reproche qu'on fait au secteur ministériel et à la CNAM. Et également, alors je parlais à une copine qui bosse chez Capgemini et qui a bossé notamment sur l'appli Stop Covid dont Dalia nous parlait et qui était surprise que dans nos équipes au sein de la CNAM, on utilise Monday, Slack et Klaxoon parce que nous aussi, on essaie de travailler comme vous. Alors, l'innovation organisationnelle, dans le 51, c'est donc, pour résumer, un dispositif ouvert à tout professionnel, un objectif de test et d'organisation de financement sur un périmètre réduit pour demain les généraliser dans le système de santé. Donc, si par exemple vous postulez dans le cadre du 51 et que vous proposez de tester votre prototype sur toute la France, on va vous dire c'est peut-être un peu trop ambitieux, essayez de réduire pour pouvoir avoir un prototype plus réaliste avant d'envisager la généralisation. On vous invite bien sûr à penser hors cadre, mais ça, c'est l'objectif du Hacky Health Camp. 4, c'est une démarche partenariale et c'est hyper important d'associer toutes les parties prenantes. Dalia l'a évoqué un peu en fin de présentation. L'écosystème du monde de la santé est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qu'il faut coordonner, bien s'articuler. Et nous, ce sur quoi on est souvent vigilant, c'est que, par exemple, le projet qu'on a proposé pour l'EHPAD X ou Y, il s'intègre bien dans toutes les démarches qui peuvent être conduites par les ARS, par les CPAM, par les CARSAT. Donc, bien comprendre comment le système de santé fonctionne. Alors, on est sur une démarche collaborative, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on travaille avec les porteurs de projets, on croit dans vos idées et on essaie de les faire avancer.
Par contre, on ne fait pas à votre place. Parce que pour nous, si on a l'impression de tout faire, on se dit peut-être qu'au moment où l'expé sera autorisé, il n'y aura pas forcément le bon déclic. Et un cadre expérimental qui autorise bien évidemment le droit à l'erreur parce que, comme tout le monde le sait, on ne peut pas tout prévoir. Alors, maintenant que j'ai posé le cadre de l'article 51, vous parlez de l'accélérateur. Alors, l'accélérateur, c'est quoi? C'est un dispositif extrêmement nouveau pour nos organismes et qui permet, depuis mars 2019, d'accompagner les porteurs de projets dans le cadre du développement des expérimentations. Alors, il y a quelques temps, nous avions un espace collaboratif où nous travaillions sur Paris et qu'on essaie de déployer en région. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Pour autant, avec Health Factory, avec Dahlia, avec pas mal de personnes que vous allez croiser, on essaie de travailler en virtuel quasiment de la même manière qu'en présentiel pour booster les porteurs de projets. Alors, l'idée, comme je l'ai dit, c'est la co-construction. C'est qu'on a une équipe d'experts qui travaille avec vous pour designer et votre idée au mieux. Avec une méthode, l'innovation collaborative et des ateliers pluridisciplinaires. Alors, l'objectif, c'est de rassembler autour de votre projet tous les bons contributeurs, c'est-à-dire l'expert du bureau X, Y, de la direction de la sécurité sociale, l'expert de l'ACNAM. On essaie de clarifier au mieux avec vous l'idée, l'intention du projet et on prépare l'atelier ensemble. Ça, c'est vraiment l'idée de l'accélérateur qui est un peu nouvelle. Et pour revenir à l'image dont je suis sûre que vous allez vous souvenir de la réunion au deuxième sous-sol du ministère, là, on est dans des espaces un peu différents. On travaille en se tutoyant. Et c'est vrai que souvent, certains porteurs nous disaient bon, vous imaginez pas si jeune à l'assurance maladie. Et on essaie un peu de redynamiser notre image. Alors, l'accélérateur, c'est, comme vous le voyez sur cette belle frise, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la facilitation aussi du scribing visuel. Et voilà un petit schéma qui résume la façon de travailler. C'est important parce qu'on n'a pas des PowerPoint qu'on fait défiler comme je fais maintenant et on essaie de travailler sur des boards qui s'effacent parce que la construction d'un projet, c'est pas uniquement d'écrire dans le dur, c'est revenir en arrière, effacer, retravailler une idée. Donc, pour revenir sur mon point sur l'accélérateur 51, on accompagne les projets tout au long de leur cycle de vie. Donc, si vous avez la chance d'intégrer, d'être éligible à l'article 51, vous pourrez entrer dans l'accélérateur et faire l'objet d'un accompagnement à la fois au niveau de la conception de votre projet, également au moment du lancement et enfin au moment de la mise en œuvre pour voir si tout se passe comme espéré ou au contraire s'il y a des pépins qui ont été rencontrés tout au long de l'expérimentation. Alors, l'accélérateur pré-confinement, c'était comme ça avant. Si tu le permets, Sébastien, j'ai peut-être une petite vidéo pour montrer ce qu'on faisait. Vas-y, alors par contre, on risque d'avoir un problème de son. En général, c'est ça qui pose problème, mais tu peux la commenter peut-être en parallèle, si tu as une petite vidéo. Oui, ou sinon on mettra le lien et vous regarderez. Ouais, bien sûr, on peut pas partager génial le lien. sans son. On partagera ce lien-là. On pourra partager le lien d'ailleurs sur le Gather, sur le stand de l'assurance maladie, vous pourrez aller voir le lien. Tu me l'envoies et je le rajoute sur l'espace collaboratif. Ok. Donc, je voulais surtout insister sur cette façon de travailler un peu différente et notamment sur le fait de revenir en arrière, d'effacer. Et c'est important quand on réfléchit à son prototype, de faire des allers-retours. Aujourd'hui, l'accélérateur post-confinement, c'est en Zoom, c'est des visios qui fonctionne quand même plutôt bien parce qu'on garde le contact avec les porteurs, on a des échanges et on arrive à toujours réunir tous nos experts et avoir, je pense, des échanges assez intéressants tous ensemble. Alors, en quelques mots, depuis 2021, c'est 23 porteurs accompagnés avec 115 participants à distance. On a eu PACA, on a eu Grand Est, on a eu les Hauts-de-France. On a eu pas mal de régions depuis 2021
C'est vrai qu'en 2020, suite au premier confinement, l'activité s'était fortement ralentie, mais là, on essaie de reprendre du poil de la bête et de relancer systématiquement tous ces ateliers. Alors, pour finir, je voulais présenter l'exemple d'un projet qui a été autorisé. C'est le premier projet qu'on a reçu dans l'accélérateur. C'était l'équipe de MyDiaby. Le porteur du projet, c'était une société qui s'appelle MDHC, avec comme partenaire 17 centres. C'est un projet qui s'est adressé aux femmes ayant un diabète gestationnel, avec une ambition d'inclure 3000 personnes dans ce projet, une durée d'expérimentation de 2 ans et avec un budget pour le Fonds d'innovation en santé à 1,3 million. Donc, l'innovation que portait le projet MyDiaby, c'est d'une part un parcours coordonné de la femme enceinte et également un forfait multi-acteurs. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'assurance maladie, c'est un paiement à l'acte et on se rend bien compte que ça crée des barrières et ça empêche la coordination entre les différents acteurs de la santé. Et dans l'article 51, on a beaucoup de forfaits. Alors, l'idée, c'était de partir des difficultés des femmes enceintes ayant un diabète gestationnel, de procéder à un suivi régulier de la glycémie des patientes et afin d'éviter les problèmes de compliance des parturientes, l'idée, c'était d'avoir un suivi via les smartphones. Ce projet avait une application connectée avec la mesure des glycémies par l'équipe soignante qui était connectée à l'appli et avec l'envoi de messages push aux patientes qui auraient des glycémies trop importantes. Également, ce qui était intéressant dans ce projet, c'était la part d'éducation thérapeutique et d'améliorer le régime alimentaire des femmes enceintes, l'inciter à faire du sport, des déplacements. Et donc, c'est de la combinaison de ces 3 éléments, l'appli connectée, la coordination d'équipe soignante et l'idée d'avoir de l'éducation thérapeutique qui nous a convaincus d'autoriser ce projet avec un forfait qui sortait là aussi du cloisonnement du paiement par acte. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à la fois sur l'article 51, mais également sur l'accélérateur. Moi, je me réjouis de recevoir dans l'accélérateur des porteurs qui seraient passés par le Hacking Health Camp. Par ailleurs, on est une équipe extrêmement dynamique et on serait également là pour vous appuyer, pour donner des conseils, pour que votre projet avance le plus loin possible. Et voilà. Et je peux te dire votre Merci beaucoup, merci Jennifer. Moi, justement, là, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que j'avais une question, mais tu as en partie répondu avec l'exemple de MyDiaby, parce qu'on sait que l'assurance maladie, c'est des remboursements de médicaments, c'est des remboursements d'actes, et on avait souvent des gens au Hacking Health Camp qui venaient et qui nous disaient mais est-ce qu'un jour l'assurance maladie pourra rembourser l'abonnement que je mets sur mon application. Alors quand tu parles de forfait, finalement, comment ça se concrétise pour l'utilisateur? Alors, le forfait, c'est par exemple, si on prend les projets obésité, c'est de dire j'ai un enfant qui a 12 ans, qui souffre d'obésité avec un poids au-dessus des critères qui sont définis d'IMC. L'idée, c'est que si par exemple on s'inscrit dans un parcours de chirurgie bariatrique, on va dire on a un forfait pour Jean, 15 ans, de, je dis n'importe quoi, 1 500 €. Ces 1 500 €, c'est une somme qu'on va donner à un établissement de santé, si c'est par exemple un établissement qui porte le projet, et charge à l'établissement de répartir ces 1 500 € entre le chirurgien qui va l'opérer, entre le professeur d'APA qui va aider notre jeune homme à faire du sport et à reprendre une alimentation équilibrée, qui va payer le nutritionniste et peut-être l'utilisation d'une appli si on imagine que le suivi entre le patient post-chirurgie se fait via une appli connectée. Donc, l'idée du forfait, c'est vraiment d'avoir cette démarche collective. Mais nous, ce qu'on essaie vraiment de pousser, c'est d'éviter de dire que dans la construction du forfait, il y aura 100 € pour le médecin généraliste, 10 € pour l'appli. Il faut qu'on ait des ordres de grandeur, mais il faut aussi qu'on se dise que le forfait
permet de donner de la marge aux établissements. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours un patient lambda qui va rentrer dans les clous, qui va faire 10 séances de sport, 3 séances de nutritionniste, etc., etc. On a ces 1 500 euros. Il faut que l'établissement adapte cette somme-là en fonction des spécificités des différents patients. Et c'est vraiment ça qui nous importe dans le forfait, c'est d'avoir une enveloppe financière qui permette aux établissements ou aux structures qui vont gérer ces forfaits de sortir de la logique de l'acte et d'avoir une gestion souple de ces sommes-là. Et c'est vraiment ça qui est très important pour qu'on sorte enfin de l'acte. Ouais, mais on parle plus du coup de parcours et on va rembourser un parcours sous forme de forfait. C'est ça que tu dis. Et alors du coup, il y a la question aussi de se dire, mais donc je me lance dans un projet accélérateur 51, je vais lancer mon expérimentation. À quel moment et avec quels critères tu vas me dire c'est bon, ça passe? Il faut que le patient aille mieux, il faut qu'il y ait des indicateurs. Comment ça se passe ça? Alors c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors en fait, l'instruction des projets dans le cadre de l'article 51 se fait sous deux prismes. Soit tu as un projet national et tu vas passer par le site du ministère de la Santé pour déposer une lettre d'intention qui définit très rapidement ton projet. Soit tu as un projet régional, donc une région. 2 régions, c'est national, une région, c'est régional, logique. Et donc là, tu es strasbourgeois, tu vas aller sur le site de l'ARS Grand Est et l'équipe de l'ARS Grand Est, qui par ailleurs est extrêmement efficace, va étudier ta lettre d'intention et va te recontacter. Va te dire, c'est pas mal, mais est-ce que vous avez réfléchi à ceci, cela? Va vous poser quelques questions. Et ensuite, l'ARS Grand Est va nous pitcher ton projet, par exemple, et va nous dire, voilà, ce projet est intéressant, il faudrait les aider peut-être à finaliser leur modèle économique, revoir un peu le parcours patient. Est-ce qu'on peut le passer dans l'accélérateur pour les aider? Et à ce moment-là, on reprend contact, mon équipe reprend contact avec eux pour les entrer dans une démarche d'accélération. Donc, le premier acte positif, c'est de rédiger une lettre d'intention et de la déposer soit sur le site du ministère, soit sur le site de l'ARS qui est compétente. D'accord, mais je dirais plus loin parce que en fait, ce que je voulais dire, c'est que avant, l'assurance maladie s'appuyait sur des essais cliniques qui disaient qu'un médicament soignait telle maladie. Là, on n'a pas un essai clinique d'un projet. Il va falloir quand même, à un moment donné, pour que ça passe dans le droit commun, montrer qu'il y a une pertinence. En fait, la pertinence, elle va être évaluée dans le cadre de ton expert article 51, c'est-à-dire on n'attend pas forcément que ton expert ait déjà eu lieu, peut-être sur un très faible nombre de patients, pourquoi pas, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on va financer, c'est-à-dire l'expérimentation, et ensuite, on va évaluer l'efficience du projet et son caractère reproductible en vue d'une éventuelle généralisation. Donc, c'est pour ça qu'on veut que quand le projet nous est présenté, on ait un nombre de patients suffisamment important pour pouvoir évaluer effectivement l'efficacité, la reproductibilité, l'efficience. Et ensuite, dans un deuxième temps, on généralise. Donc, les experts article 51, elles vont de 2 à 5 ans. Dans le cadre de MyIsabi, ça avait déjà été testé sur un nombre de patientes un peu plus faible. Et ensuite, du coup, nous, voilà, on est parti sur 3000 avec une expé finalement assez courte de 2 ans. Alors, une dernière question sur les conditions de financement. Le fonds finance l'expérimentation et après, quand ça passe dans le droit commun, finalement, quelque part, on a garanti que la mise en place de son projet va être remboursée par la Sécu. Et puis après, ça reste ça va dans le marché, quelque part, on pourrait dire. Comment ça se passe, ces conditions de financement? Vous donnez pas de l'argent, vous ne donnez pas un chèque en blanc, hein, donc il y a quand même des conditions assez prévues. Est-ce que il faut quand même mettre de sa poche? Vous n'êtes pas non plus un venture capitaliste. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions justement sur ces conditions de financement? Alors, nous, on finance l'assurance maladie, pour reprendre ma casquette initiale, l'assurance maladie finance des soins. Donc moi, je vais, si tu proposes un projet dans le cadre de l'article 51, je vais te rembourser des forfaits fois X nombre de patients. D'accord? Pour autant, je ne vais pas te payer ou te financer le développement des SI.
Parce que demain, ton projet est généralisé, c'est pas mon rôle en tant que payeur, en tant qu'assurance maladie, de payer des SI. Mon rôle, c'est de rembourser des soins. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu La dis deuxième SI, chose, c'est c'est que dans le système cadre de d'information. C'est ça, je précise. Oui, pardon. Ouais. Par contre, il y a des coûts de développement pour aller prendre dans le cadre de l'article 51. Par ailleurs, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on se rend bien compte qu'un projet, pour qu'il démarre convenablement, il y a des frais fixes qu'on appelle, nous, dans le jargon article 51, des crédits d'amorçage et d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'il faut financer un chef de projet, il faut financer un certain nombre de dépenses de communication, tout ça pour que le projet démarre convenablement. Si on n'a pas ces crédits d'amorçage et d'ingénierie, on est bien conscient que l'expé, elle ne va pas voler convenablement. Donc, on a une petite part de crédit d'amorçage et d'ingénierie qu'on prend en charge, soit sur le fonds d'innovation en santé si on a un projet national, soit sur le fonds d'innovation régionale si le projet est régional. Voilà les deux briques qu'on finance. Mais voilà, il faut bien imaginer que nous, notre rôle, c'est de financer des soins et il faut nous proposer un forfait, peut-être qui intègre des coûts de développement d'une appli, mais en tout cas qui finance des professionnels de santé ou paramédicaux qui sont derrière. Ouais, c'est clair. Et alors justement, une question d'un participant. Quel est le montant du forfait MyDiaby, par exemple? Si on devait, je sais pas si... Alors, je ne l'ai pas en tête, je l'ai noté ou pas. On est sur, je ne sais pas, 1000 et quelques euros. 1000 et quelques euros? Ouais, bon, ok. Oui. Mais on a des forfaits très variables, en fait. Ouais, ça, Par exemple, sur la chirurgie bariatrique, on peut avoir des montants à 3000 euros parce que la chirurgie en elle-même coûte très cher. Et puis, tout dépend également de la durée du forfait. Si tu as un forfait sur 1 an, 2 ans, 3 ans, si c'est reproductible 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais après, c'est vrai qu'on est très ouvert sur les échanges en termes d'innovation. Enfin, on veut vraiment qu'on réfléchisse à des nouveaux prototypes tarifaires. Ouais. C'est-à-dire qu'on sorte complètement du coup. Après, effectivement, ce qu'on leur dit, c'est que demain, l'assurance maladie, mes collègues vont négocier des tarifs avec, par exemple, les pharmaciens, les professionnels de santé. Il faut aussi qu'on soit dans des ordres de grandeur qui se rapprochent des négociations conventionnelles qui vont avoir lieu par ailleurs. Donc, on n'est pas sur des sommes complètement délirantes, mais il faut qu'on ait une logique qui est derrière. Après, c'est vrai que aujourd'hui, le sujet de la psy est très à la mode. Et c'est vrai que dans l'article 51, on avait proposé justement des tarifs de la psy pour financer un certain nombre d'expérimentations. Donc, ça, on teste des nouveaux tarifs, notamment. Comme c'était fait d'ailleurs des négociations sur les médicaments, et que c'est toujours fait d'ailleurs à l'heure actuelle. Alors, question plus concrète, on sent qu'il y en a, ça y est, qui veulent déposer leur projet. Déposer la lettre d'intention sur quel site de l'ARS alors? Le site, je sais pas, le site officiel de l'ARS. Ouais, c'est ça. Et idem, sur le site du ministère de la Santé, tu tapes article 51 dans le moteur de recherche. J'imagine que les sites sont bien faits. En tout cas, j'ai vérifié le site du ministère de la Santé, c'est facile. Je n'ai pas vérifié le chemin sur tous les sites des ARS. Ouais. Mais vu le nombre de projets qu'on a reçus, je pense que ça ne doit pas être très compliqué. Ça ne doit pas être si compliqué, tout à fait. Écoute, merci beaucoup Jennifer pour ces précisions. On a eu tellement de questions toutes ces années avec les projets qui venaient nous voir en disant bah oui, mais comment je pourrais me faire rembourser mon projet jusqu'à ce que l'article 51 arrive, on n'avait pas de réponse. Maintenant, on a une belle réponse et puis on a un bel accompagnement. On est quand même très heureux en tout cas de vous accompagner puisque L-Factory avec Eurogroup, Atoma, on vous accompagne sur l'accélérateur 51 pour faire un peu ce qu'on fait aussi accompagner ces porteurs de projets jusqu'au bout pour que ça donne quelque chose à la fin. Merci à toi de ces éclairages et puis on donnera ton contact. Enfin, on leur donnera d'abord le site de l'ARS pour mettre la lettre d'attention et après de toute façon ils nous rencontreront pour qu'on les accompagne dans leurs projets. Merci Jennifer.